Notre invité ce matin, Hervé Morin, président du nouveau centre, député de l'Eure, cofondateur de l'UDI. Cofondateur de l'UDI et ancien ministre de la Défense. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. On va parler de la Syrie, on va parler du G20. Je vais oser, je l'ai déjà fait ce matin sur RMC, je vois pourquoi je ne continuerai pas. Dites-moi, hier soir, ce dîner, c'était un dîner de cons, non ? Pardon, avec deux hommes qui se sont retrouvés tout seuls autour de cette table, Barack Obama et François Hollande, non ? Derrière ce G20, il y a les deux questions fondamentales qui se posent pour la France dans le cadre de notre intervention en Syrie. Moi, je fais partie de ceux qui estiment que la communauté internationale doit réagir à l'utilisation d'armes de destruction massive, qui sont interdites depuis 1925. Un régime, s'il est responsable de ces actes, ne peut pas rester impuni et ne peut pas continuer à détruire et à assassiner son peuple. Ça, c'est un pas régime possible. qui n'a jamais signé la convention interdisant l'utilisation d'armes chimiques. En 1925, la Syrie l'a ratifié. En 1925, non, mais pas après... en 1925. La Syrie l'a ratifié quand le pays est devenu indépendant. Et après ? Et donc la convention de 1993, en effet, la Syrie ne l'a pas signée. Mais celle de 1925, qui a interdit l'utilisation d'armes de destruction, d'armes chimiques sur la planète, la Syrie l'a ratifiée en son temps. Il y a deux problèmes pour la France. Un, la question des preuves. Et la question de la coalition. Est-ce que nous avons des preuves aujourd'hui ? Le premier élément, ce sont les preuves. Alors, j'entends bien... Vous étiez ministre de la Défense. Oui, c'est pour ça que je vais vous poser quelques questions. À travers ça, je vais les poser au Premier ministre et au Président de la République, si vous me permettez. En effet, on a une construction avec un certain nombre d'éléments pour que nos auditeurs comprennent. L'origine des tirs, le lieu d'où c'est parti, le fait qu'il y ait eu des tirs massifs, donc a priori d'une armée, le fait que les zones qui ont été touchées étaient des zones de l'opposition syrienne. En même temps, il y a quelques doutes. Pourquoi Bachar el-Assad est allé utiliser des armes chimiques au moment où il est en train de regagner le terrain et au moment où les observateurs de l'ONU arrivent? On peut se dire qu'il y a quand même une provocation, quelque chose d'assez curieux dans cette histoire. Et moi, je pose trois questions. La première, je dis à Jean-Marc Ayrault, il faut des preuves irréfutables au-delà d'une construction intellectuelle. La première preuve, c'est qu'on a des échantillons du terrain. Ces échantillons du terrain, ils ont été analysés probablement par le centre du Boucher, qui est le centre de la DGA en charge de ces analyses. Je demande au Président de la République et au Premier ministre de nous fournir les conclusions de ces analyses qui ont été effectuées par les services du ministère de la Défense. Y a-t-il des traces d'armes chimiques? Et ces traces permettent-elles de conforter l'hypothèse sur laquelle nous sommes? Première question. Deuxième question. Les services américains et la presse américaine, très largement, développent l'idée qu'il y aurait des écoutes démontrant des ordres donnés par le pouvoir militaire ou le pouvoir politique aux troupes qui auraient mis en œuvre ces roquettes chargées de gaz sarin. Est-ce que la France a accédé à ces écoutes? Est-ce que les États-Unis ont bien ces écoutes? Et deuxièmement, est-ce que la France a accédé à ces écoutes? Ça, ce sont des preuves. Et la troisième interrogation que j'ai, c'est qu'il y a eu une déclassification partielle, souvenez-vous, lundi dernier, du document qui a été donné au président de groupe parlementaire. Pourquoi partielle? Parce que jusqu'alors, lorsque il y a des analyses des services de renseignement, il y a des analyses à charge et des analyses à décharge. Des interrogations. Est-ce qu'il n'y aurait pas une manipulation d'une puissance étrangère? Est-ce qu'il n'y aurait pas est-ce qu'il n'y aurait pas une opposition au sein du gouvernement de Bachar el-Assad qui serait à l'origine de cela? Bref, un certain nombre d'hypothèses qui ont dû être construites. Et je dis, mais pourquoi a-t-on simplement apporté des éléments à charge, mais n'a-t-on pas éclairé l'opinion publique et nos compatriotes et la représentation nationale sur les éléments à charge et éventuellement les interrogations des services de renseignement? Je dis, ces questions, on n'a pas assez de preuves pour intervenir. Je dis que nous avons besoin de preuves tangibles. Elles ne sont pas suffisantes. Je dis qu'il y a eu des analyses qui ont été faites à coup sûr. Je suis sûr de ça. Des analyses à coup sûr qui ont été faites d'échantillons. Que donnent ces analyses? Il n'y a pas d'éléments secrets dans cette affaire. Que l'opinion publique sache exactement ce qu'il en est. Il n'y a pas suffisamment de preuves pour intervenir. Je dis que nous avons besoin d'avoir ces preuves avant d'intervenir. Avant d'intervenir, en effet. Deuxième élément, la coalition. Ce dont vous parliez. La coalition, La réalité, c'est qu'on est à poil.
Ben oui. Pour l'instant, on est seul. Oui. On est seul, bien entendu. On est seul, mais vous êtes un Européen convaincu. Où est passée l'Europe? Mais l'Europe, Jean-Jacques Bourdin, je l'ai vécu. L'Europe a démissionné sur ces sujets. L'Europe a renoncé. C'est un drame absolu. L'Europe a renoncé à se défendre par elle-même. L'Europe a effondré ses crédits militaires. Même des puissances qui sont prospères économiquement comme l'Allemagne ne consacrent plus d'argent à sa défense. Et donc on se trouve dans cette situation absolument ahurissante qui devrait nous interroger, qui devrait interroger chaque citoyen européen. Nous sommes une zone de prospérité et cette zone de prospérité a décidé de confier son indépendance, sa sécurité au parapluie américain. Amérique qui progressivement se tourne de plus en plus vers l'océan Pacifique et est moins tournée vers l'océan Atlantique. Nous sommes à la remorque là. Nous avons un système où les Européens, grosso modo, considèrent qu'avec l'OTAN, on assure sa sécurité. Oui, alors, attendez, je termine sur cette histoire de coalition. C'est extrêmement important. Pour l'instant, nous sommes seuls. Bien entendu, il serait inconcevable, dans l'hypothèse où le Congrès américain refuse de donner son feu vert, il serait inconcevable qu'on intervienne seul. Ça n'aurait absolument aucun sens. Deuxièmement, la coalition, pour l'instant, c'est 2 pays. Quand Jean-Marc Ayrault annonce ou dit au Parlement la coalition la plus large, il n'est pas capable de citer un seul pays. Et pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas d'autres. En réalité, il faut le savoir, il n'y a aucun... L'Australie. Non, Jean-Jacques Bourdin, Même il n'y a aucun pays aujourd'hui qui ne veut frapper avec la France et les États-Unis. Aucun. Deuxièmement, alors on peut se dire la coalition c'est autre chose, c'est un soutien politique. Vous savez, c'est comme quand vous montez à la tribune de l'Assemblée nationale, vous faites un discours, bon vous avez été un peu brutal à l'égard de votre majorité, on vous a applaudi timidement, puis après à la buvette les parlementaires viennent vous voir en disant ton discours était formidable. Alors après, là on est un peu dans le même schéma, on vous dit oui il y a plein de pays qui sont avec vous. Mais quel sera réellement le soutien politique des pays de la Ligue arabe? Est-ce qu'ils le diront? Est-ce qu'il y aura un peu de soutien logistique, radar, etc. Ces questions-là doivent avoir une réponse au moment où la France sera appelée à se prononcer. Et je dis à François Hollande, François Hollande doit poser la question de vérité à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire quelle question? Appeler les parlementaires à voter. C'est son intérêt en plus. Faire en sorte Vous demandez donc ce vote. Demander un vote pour que faire en sorte qu'il y ait un vote pour que chacun soit appelé à se prononcer. Deux questions subsidiaires. Est-ce que la solution en Syrie est politique et diplomatique avant tout? N'est-elle pas politique et diplomatique avant tout? Jean-Jacques Bourdin, vous avez raison, sauf que la diplomatie et la politique depuis 30 mois, ça n'a pas marché. Et moi, je pense au contraire que dans l'hypothèse où les conditions sont réunies, l'épreuve, la coalition large, l'intervention militaire, cela pourrait débloquer la situation. Parce que j'ai entendu beaucoup d'auditeurs me dire mais ça va coûter cher, on n'a même pas les moyens de lutter contre le chômage dans notre pays, on va dépenser de l'argent. Les missiles, on les a. Oui, on les a. Est-ce que ça coûte cher une éventuelle opération militaire? Vous qui avez été ministre de la Défense. Les missiles, si ce sont des missiles de croisière, comme on le dit, ce sont des missiles très chers. Mais nous n'en avons pas des centaines et des centaines. Alors le prix d'un missile, honnêtement, de mémoire, je crois que c'est autour du million d'euros. Donc après, il y a le carburant, etc. Enfin, honnêtement, c'est pas des opérations très chères. Ces opérations qui sont chères, ces opérations où vous décidez de mettre des troupes au sol avec tout ce que ça peut représenter. Bien. Bien. Donc la France doit reprendre la main et le président de la République, maintenant, doit reprendre la main. Je dis que le président de la République... Je dis que pour l'instant, en vérité, il est allé trop vite. Il a été imprudent, sans poser un cadre de l'intervention française. Il a oublié l'Europe une nouvelle fois, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de construire une position globale de l'Europe, nous ne l'avons pas eue. Et donc aujourd'hui, François Hollande est en grande difficulté. Mais je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'on doit en effet fermer les yeux à l'utilisation d'armes de destruction massive. Bien. Hervé Morin, raccourci d'auditeur ce matin, l'armée à Marseille plutôt qu'à Damas. Non. Non, l'armée n'est pas faite pour ça. C'est pas son métier. Et il y a la police pour ça, il y a la gendarmerie. Mais l'armée, imaginez, l'armée dans les quartiers. Qu'est-ce qu'elle ferait? C'est de la folie. Non mais attendez, imaginez ça.
Qu'est-ce qu'on... il n'y a pas d'officier de police judiciaire, il y a pas de... Et puis l'armée, elle est faite pour faire la guerre. On ne va pas faire la guerre dans les quartiers, on ne va pas se positionner avec des blindés. Hervé Tout Morin, ça n'a pas de sens. Vous n'êtes pas élu marseillais, mais quand vous regardez ce qui se passe à Marseille, ailleurs en France aussi. Hein, oui, parce qu'on parle toujours de Marseille, mais il y a les banlieues parisiennes. En 1982, à Marseille, il y avait eu 15 règlements de compte. 1982, on est en 2013. Hein. Mais tout de même, Hervé Morin, qu'est-ce qui défaille à Marseille? Les élus sont coupables, en partie pas seuls. Pourquoi? Moi, je me pose une question. On a d'un côté un président du Conseil général qui est mis en examen 3 fois, qui est toujours sénateur, qui est toujours président du Conseil général, qui est toujours membre du Parti socialiste, qui paie sa cotisation. Il s'appelle Monsieur Guérini. Et de l'autre, on a un maire, Monsieur Godin, qui fait partie de votre famille politique, qui va attaquer... Jean-Claude Godin est à l'UMP. Oui, il est à l'UMP, oui. Enfin, il était à l'UDF. Oui, d'accord. Non, mais c'est simplement pour... Il va attaquer son 4e, 5e mandat? Bah écoutez, les Marseillais lui font confiance. Oui. Non, mais vous croyez... Est-ce qu'il ne faut pas limiter les mandats dans le temps? Ça peut être une solution. Vous êtes favorable, vous? J'étais... moi, c'est d'autant plus facile, ça fait un moment que je fais de la politique, donc je pourrais y être d'autant plus favorable. Je pense qu'on a besoin d'oxygénation de la vie politique française. Oui. On a besoin de faire en sorte qu'il puisse y avoir une vraie perméabilité entre le privé et le public, qu'on puisse faire 10 ans ou 15 ans, puis aller ailleurs, passer d'un mandat national à un mandat local. Mais il y a beaucoup de choses à changer dans ce cas-là. Oui, mais vous dites, je dis, c'est plus facile de dire qu'on est pour la limitation du cumul des mandats dans le temps quand on a déjà 15 ans ou 20 ans de mandat. Oui, voilà. Peut-être, Hervé Morin. Mais la question à Marseille, si on revient sur la question à Marseille, quand j'ai entendu Manuel Valls se précipiter devant les micros 2 fois, 3 fois, 4 fois le matin chez vous, chez vos confrères, en disant on va mettre 50 ou 100 policiers supplémentaires, c'est de la blague. C'est quoi? C'est de la communication? C'est de la communication, ça ne peut pas marcher. Ça fait 20 ans que vous faites de la communication, la droite comme la gauche. Je suis d'accord avec vous. Moi, je me souviens Jean-Jacques Bourdin, de Claude Guéant, je me souviens de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, de Jean-Marc Ayrault, tout le monde. Honnêtement, Manuel Valls a à peu près repris la même méthode que Nicolas Sarkozy de 2002 à 2007. C'est le même, quoi. On a le sentiment qu'on a affaire à la même chose. À chaque fois que la police a un succès, il se précipite pour se l'attribuer. À chaque fois qu'il y a un problème, il explique que ça va aller mieux en mettant des moyens supplémentaires ou en changeant tel ou tel dispositif pénal. Oui. Si ça marchait, ça se saurait. En vérité, on a un système judiciaire qui est totalement thrombosé et qui est devenu complètement inefficace. On connaît exactement la situation. L'analyse, elle a été faite 10 fois, 100 fois. Moi, j'ai été dans les quartiers de Marseille en 2011. Tout le monde y est allé, d'ailleurs. Non, parce qu'il y a des quartiers dans lesquels vous n'allez plus. Moi, j'y suis allé parce que j'avais la chance d'avoir un militant qui était avocat des immeubles d'un quartier. Ce sont des quartiers où la République a complètement disparu, renoncé. Où des associations de maires, Jean-Jacques Bourdin, pour comprendre ça, des associations de maires font de l'échange alimentaire pour se faire une petite cagnotte pour qu'une fois par mois, leurs enfants nés dans les hôpitaux français, ayant grandi normalement dans les écoles françaises, comprennent ce que veut dire d'être français, en allant dans des musées, dans des théâtres, où il faut trouver un service public à une demi-heure, où il n'y a plus de police. Ça, c'est le premier sujet. La République a déserté tous ces quartiers. Deuxièmement, il y a un second sujet, c'est qu'il n'y a pas de réponse pénale. Il faut que les Français sachent que dans nombre de tribunaux, toutes les peines de prison inférieures à 1 mois ne sont plus exécutées. Troisièmement, il faut qu'il y ait une réponse pénale immédiate. Il y a eu un rapport, celui d'Yvan Lachaud, ancien député du Gard, qui, en 2012, a fait un rapport qui démontrait très clairement que nous n'étions pas capables d'avoir une réponse pénale immédiate avec une palette permettant aux juges de porter un coup d'arrêt immédiat quand les choses vont mal. Et enfin, je le dis à Christiane Taubira, que ça n'est pas en sortant de prison toutes celles et tous ceux qui ont des peines de moins de 5 ans à travers des périodes probatoires éventuellement qu'on va améliorer le système. Les prisons françaises ne marchent pas, c'est clair, mais c'est pas comme ça qu'on va régler la question. Bien, alors sur le plan des institutions, puis je vous parlerai très vite du centre, les institutions, vous dites... moi, je ne suis plus favorable à l'élection du président de la République au suffrage universel. Je pense qu'elle rend dingue les hommes politiques. Mais dites-moi, ça, c'est une révolution. Je vous le dis, j'ai expliqué les défauts de l'élection présidentielle au suffrage universel.
On nous avait expliqué que ça ferait plus de démocratie quand on l'a introduite en 1962. Parce que c'est les Français qui décideraient. En réalité, on crée un système dans lequel on met un monarque républicain à l'Élysée, entouré de sa cour, qui concentre tous les pouvoirs avec tous les défauts de la concentration des pouvoirs. Deuxièmement, on empêche la construction d'un projet collectif. Regardez comment ça se passe en Allemagne. C'est une formation politique qui construit un projet, qui d'ores et déjà pense à son projet avec l'imbrication d'une majorité qui va permettre de construire la majorité la plus large avec les partis voisins. Nous, au contraire, on rentre dans une culture d'ego absolue. Une culture d'ego absolue, où il faut être toujours dans la différenciation et la distinction, où il n'y a plus aucune recherche d'un contrat collectif. Il faut revoir la Constitution. Eh bien moi, je pense que et enfin, dernier défaut, il y en a bien d'autres, je vous le dis, c'est que ça crée la désillusion. C'est qu'à chaque fois, on fait naître dans une espèce de dramaturgie un espoir, comme s'il y avait un homme providentiel en France qui serait capable de sortir le pays. Cette élection, elle a été faite pour un homme et pour une période qui était une espèce de dieu vivant qui s'appelle Général de Gaulle. Et maintenant, comme l'a dit François Hollande, on a des hommes normaux. Et ça, l'idée qu'il y ait un homme providentiel qui puisse sortir le pays, ça n'existe pas. La France s'en sortira si on lui libère les énergies et le potentiel considérable qui existe en elle, et que cette libération des énergies permette au pays de se transformer. Bon, changement de constitution, changement de république. Oui, je suis d'accord avec vous. Revenons à un régime parlementaire, et arrêtons de dire que le régime parlementaire, c'est forcément l'instabilité. Il suffit d'avoir un mode de scrutin qui permet de créer les conditions de la majorité. Hervé Morin, le centre, vous avez un homme providentiel au centre, là? Parce qu'entre Jean-Louis Borloo, entre François Bayrou et vous, où est l'homme présidentiel et qui est? Parce que vous vous réunissez là. Est-ce que vous vous réunissez là? Je discute depuis des semaines et des mois avec François Bayrou. Alors que vous étiez ennemi et juré fâché. Mais si, c'est vrai. Mais vous n'avez pas été fâché avec des amis et vous n'êtes pas réconciliés. Mais si, ça peut arriver. Ça vous est arrivé, j'imagine. Oui. Je dis 2 ou 3 choses là-dessus. La première chose, François Bayrou a eu un chemin. Son chemin, ça a été celui de tenter de créer une majorité social-démocrate, de tirer le PS de l'extrême gauche. Ça marche pas. Ça n'a pas marché, il a pris la claque. Il a pris la porte dans la figure. Très bien. Ce que je dis, c'est que si nous voulons 2 ou 3 choses simples. La première, le rapprochement avec François Bayrou. Comment? Il faut créer une structure souple. Un nouveau parti? Non, je dis une structure souple. Réunissant l'UDI et le MoDem, les formations politiques de l'UDI et le MoDem. Structure souple dans laquelle on débat, on dialogue, on construit un projet et on va vers une démarche d'unité. Ça, c'est la condition. Deuxièmement, pourquoi faire? Si c'est pour faire simplement quelques députés européens et quelques listes au municipal, ça n'a pas de sens. Donc, faut aller plus loin. Pour moi, très clairement, le rapprochement avec François Bayrou doit nous amener à porter progressivement un projet politique alternatif, nous amenant en 2016 à construire les primaires du centre, non pas des primaires, donc, non pas de participer aux primaires. Pas de participation aux primaires de l'UMP. Mais si on participe aux primaires de l'UMP, ça veut dire qu'on est le Jean-Michel Baillet du Parti Socialiste, parce qu'on est sûr d'être battu, ça veut dire qu'on a décidé de renoncer. Et donc il faut qu'on inscrive d'ores et déjà que notre idée est d'être en capacité de porter un projet alternatif face au système PS-UMP qui est à bout de souffle. Et la troisième chose, c'est une condition qui me semble absolument indispensable, c'est bien entendu la clarification politique pour François Bayrou. Il a fait un choix, je l'entends critique aujourd'hui à l'égard de la majorité. Très clairement, il faut que nous soyons dans une stratégie politique claire, qui a été la nôtre et qui d'ailleurs nous a valu notre séparation, c'est-à-dire un candidat à la présidence de la République centriste. Du centre et du centre-droit, dont le système d'alliance l'amène à être avec Et le centre l'UMP. choisira avec des primaires. Dans une clarté politique totale. Voilà ce que nous devons construire ensemble. Vous savez ce que disait François Mitterrand à propos du centre? Le centre n'est ni à gauche ni à gauche. Oui, mais il a raison. Parce que le centre est à droite. Parce que le PS a un vrai souci avec lui-même, c'est que le PS, il n'est pas franchement social-démocrate, il est tout le temps tiraillé par l'extrême gauche dont il a besoin pour gagner les élections, d'où des propositions aussi loufoques que les 75% d'imposition de François Hollande. Merci Hervé Morin d'être venu nous voir ce matin à 8h56.